Ligne droite. Le grand réveil. Et donc on retrouve ce matin Emmanuel de Rênal. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous. Oui, bonjour, merci de m'accueillir. Alors je vous présente rapidement pour nos auditeurs, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes très impliqué dans la vie sociale et associative de l'île de la Martinique et vous êtes l'auteur de Zamana, le récit de l'histoire de la Martinique, donc à travers le regard d'un arbre. Un point de vue assez intéressant, on pourra peut-être y revenir en fin d'interview si nous en avons le temps, mais pour le moment nous allons donc nous intéresser à la Martinique dans ce cas-là de plus actuel, puisque nous comptons sur vous pour nous parler de la situation justement dans laquelle se trouve la Martinique aujourd'hui. On en entend assez peu parler en métropole et pourtant la situation est plus qu'explosive. Oui, depuis 2 mois et demi maintenant, la Martinique vit sous la coupe d'un mouvement que l'on peut qualifier de séditieux, qui est un mouvement qui a été initié au 1er septembre par un groupuscule qui s'est emparé d'un sujet réel, qui est un sujet qui est celui de la vie chère. Il faut savoir que dans les îles, et en Martinique en particulier, les écarts de prix de la grande consommation sont de l'ordre de 40% entre les prix pratiqués ici et ceux de l'Hexagone, de la France métropolitaine. Et donc, ça, c'est une réalité qui fait que eh bien, ça provoque des tensions et des difficultés, parce que la Martinique aussi est un territoire, est une petite île qui est contrainte par un niveau de crise important, qui se manifeste par un fort taux de chômage, par un fort taux de pauvreté. Et donc, ça crée de vraies difficultés dans les foyers et ça soulève des frustrations qui peuvent générer des tensions comme celles qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc, un mouvement s'est emparé de cette question, qui est une vraie question, encore une fois, mais qui est une question que l'on retrouve dans toutes les îles du monde. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une des caractéristiques des économies insulaires, qui sont en général de petits territoires éloignés de leur source d'approvisionnement, il y a mécaniquement des écarts de prix dus simplement à l'éloignement des sources d'approvisionnement. Il faut bien que la marchandise paye en gros son billet pour arriver sur le territoire. Et c'est ce qui fait que structurellement, dans toutes les îles du monde, il y a ces écarts de prix. Ouais. Voilà, donc un mouvement s'est emparé de ce sujet, mais il l'a fait avec des méthodes qui sont des méthodes un peu dures, un peu violentes. Ça a commencé par une injonction qui a été donnée aux acteurs économiques de l'île d'aligner la totalité des prix des grandes surfaces sur les prix de l'Hexagone à une date butoir qui était le 1er septembre. Donc, c'est un alignement qui s'est avéré complètement impossible, parce que les acteurs ne peuvent pas écraser les frais d'approche qui sont des frais réels. Et donc, à partir de là, s'est enclenché des manifestations dures, des menaces qui ont été assez difficiles à vivre pour la plupart des acteurs de l'île. Et les tensions ont été telles qu'il a fallu mettre en place des tables rondes qui réunissaient à peu près tous les acteurs concernés par la chaîne des prix. Parce que si on veut baisser les prix, il faut que tout le monde s'y mette, c'est-à-dire les distributeurs, mais aussi l'État qui doit faire un effort sur ses taux de TVA, mais aussi les collectivités locales qui doivent renoncer à certaines taxes, mais aussi les transporteurs qui doivent faire en sorte que le coût du transport des marchandises baisse un peu, etc., etc. Et donc, en alignant les efforts de chacun, on peut parvenir à baisser les prix, en tout cas des produits de première nécessité, qui sont les produits les plus urgents sur lesquels travailler. Et c'est ce qui a été fait au long de 7 tables rondes, où par petits bouts, chacun ayant mis sa pierre à l'édifice, on est parvenu à se mettre d'accord sur un protocole d'objectifs et de moyens qui pourrait permettre, si tout le monde activait les décisions qui ont été proposées dans ces tables rondes, de faire baisser les prix en moyenne de 20% par rapport à ceux de la métropole sur l'essentiel des produits de première nécessité, ce qui serait déjà un véritable effort significatif. Ouais.
Vous avez parlé de ces méthodes assez dures et violentes qui sont employées justement par ces groupes d'activistes séditieux. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus et surtout comment se situe la population martiniquaise vis-à-vis de ces soulèvements? Est-ce qu'il y a un fort soutien parce qu'on imagine justement que cette vie chère, effectivement, elle pèse sur la population. On imagine comme ça peut être compliqué. D'un autre côté, on voit aussi qu'en France, quand il y a des soulèvements, aussi légitimes soient-ils, dès qu'on passe dans le registre de la violence, il y a quand même toujours un peu d'appréhension et de retenue. Alors là, comment se situent les Martiniquais au sein de ce conflit? Alors, les Martiniquais sont tous, je dirais, alignés sur la légitimité d'un combat ou en tout cas d'une réflexion poussée pour faire baisser les prix. Je pense que là-dessus, on est sur un sujet légitime qui fait consensus un peu partout. En revanche, les Martiniquais sont très opposés aux méthodes Ouais. qui consistent à tordre le bras aux acteurs et pour les emmener dans une impossibilité de résoudre le problème, parce que la méthode de violence qui est employée aujourd'hui consiste en réalité à désigner une partie des acteurs économiques qui sont en fait ceux qui sont en bout de chaîne, c'est-à-dire la grande distribution, et qui sont désignés comme étant les seuls et uniques responsables de la vie chère. Et on n'hésite pas à les clouer au pilori, à les jeter en pâture, notamment à travers des campagnes extrêmement violentes dans les réseaux sociaux, où des vidéos injurieuses, outrancières sont déployées de manière systématique avec une telle violence dans les propos que, si vous voulez, il s'est installé pendant 2 mois une espèce de peur muette dans l'île, Ouais. où personne n'a osé argumenter, ou en tout cas rentrer dans le débat public, parce que dès lors que l'on s'exprimait sur le sujet, on prenait le risque de subir les foudres de ces mouvements qui ne reculent devant rien pour, par l'outrance en tout cas, sidérer chacun. Et donc, ce qui a été terrible, c'est que pendant 2 mois, alors qu'il y a quand même une partie des acteurs qui, de bonne foi, cherchaient des solutions, il y a eu une espèce de sidération où personne n'a pu s'exprimer publiquement. Alors, ni les élus, on n'a pas entendu d'élus s'exprimer. Les acteurs économiques n'ont pas osé s'exprimer parce qu'ils étaient menacés physiquement s'ils le faisaient. Et puis les quelques intellectuels qui ont osé s'exprimer se sont pris des scuds assez violents avec des vidéos nominatives, avec des menaces. Voilà, donc voilà, cette peur muette a créé un climat très anxiogène. Et pendant les discussions autour des tables rondes qui ont été organisées par le président de la collectivité territoriale avec le préfet, eh bien, pendant que les discussions se menaient, le mouvement séditieux qui s'est invité à la table des discussions, parallèlement, n'empêchait pas, si vous voulez, les manifestations de rue et qui sont traduites par des incendies dans les commerces. Donc, on a plus de 150, 160 entreprises qui ont été brûlées, qui ont été pillées. Il y a eu un peu plus de 1000 Martiniquais qui se sont retrouvés au chômage technique parce que leur entreprise ne pouvait plus fonctionner. Mm. On a eu Avec des ces blocages de fameux rue. couvre-feux aussi, dont on a un peu entendu parler, qui ont été levés récemment, si je ne m'abuse. Absolument, donc des couvre-feux qui ont retenu les populations chez elles. Et tout ça dans une ambiance très, très terrifiante, puisque à la tête de ce mouvement qui s'appelle AirPrac, qui est le mouvement qui conduit les opérations, eh bien, il y a une espèce de détermination sans limite et qui sidère tout le monde de peur. Et voilà. Donc, Mm. et ce mouvement s'est rendu à Paris la semaine dernière. Pendant une dizaine de jours, la paix est revenue dans le pays très vite. Et à peine revenu, donc c'était lundi, que tout de suite, les tensions sont revenues. Il y a eu d'ailleurs une altercation assez vive entre le leader du mouvement et le préfet de Martinique, puisqu'ils se sont introduits dans la résidence préfectorale
avec la volonté de s'adresser directement au ministre des Outre-mer qui se trouvait dans cette résidence, donc avec une violation de domicile, si vous voulez. Et ça s'est traduit par une altercation assez vive. Et la conséquence de tout ça, c'est que le leader du mouvement a été arrêté, a été incarcéré, et il est aujourd'hui en garde à vue. Le leader du mouvement, dont le nom est donc Rodrigue Petitot. On va suivre tout ça de près, voir ce qu'il va ressortir de cette interpellation. On imagine que ça excite aussi un peu justement ces foules révoltées. Emmanuel de Rênal, vous vous êtes penché aussi sur le rapport qu'avaient les Martiniquais autochtones, si je puis dire, avec justement cette population békée installée sur l'île. Est-ce qu'il y a une cristallisation des questions identitaires à travers toutes ces questions économiques? Est-ce que vous sentez des tensions à ce niveau-là aussi, comme on a pu le voir par exemple en Nouvelle-Calédonie? Oui, très clairement. La Martinique est habituée à ces explosions dans son histoire. Il y a toujours eu des moments de tension un peu vives. Et c'est vrai qu'on est dans un petit territoire marqué par des segmentations ethno-raciales, il faut bien dire les choses comme elles sont, et qui génèrent parfois des crispations qui se réveillent au moment des crises. Et quand les choses vont mal, il est souvent dans la nature humaine de trouver un bouc émissaire, et le bouc émissaire désigné, c'est souvent cette communauté békée qui représente une toute petite partie de la population, et dont certains d'entre eux, alors j'ai bien certains d'entre eux parce que ce n'est pas du tout la réalité de l'ensemble de cette communauté, donc certains d'entre eux sont à la manette des principales entreprises. Et donc en effet, sur ce prétexte-là, la vie chère, eh bien, il nous faut un coupable. Eh bien, le coupable, c'est forcément le dirigeant béké du principal groupe de distribution qui est pointé du doigt. Et à partir de là, le danger, c'est que le discours dérive assez naturellement vers des propos racistes, des propos stigmatisants, et la fracture de la société s'accentue. Voilà, parce que c'est un fonds de commerce relativement efficace quand on veut notamment servir un discours séparatiste avec la France. La communauté békée est naturellement pointée du doigt comme étant le bouc émissaire de toutes les difficultés, de tous les malheurs du peuple martiniquais. Ouais. Alors, on a Pierre Derbès qu'on a déjà reçu à la radio justement pour parler entre autres choses de la Nouvelle-Calédonie, qui pointait du doigt récemment dans le Figaro les ingérences de l'Azerbaïdjan, donc de Bakou, en Martinique. Là aussi, l'Azerbaïdjan pourrait tenter de s'introduire dans nos crises pour tenter de déstabiliser la France. Est-ce que vous pourriez affirmer ou non justement ces propos donc, de Pierre Derbès et donc dans ces cas-là préciser peut-être le rôle de l'Azerbaïdjan? Oui, très certainement. Il y a deux grandes influences extérieures qui sont à la manœuvre derrière ces mouvements populistes et activistes locaux. Il y a d'une part la géopolitique qui active l'Azerbaïdjan, sans doute la Russie également dans le cadre du grand conflit géostratégique qui peut opposer la Russie et la France, et qui cherche à déstabiliser notamment l'Europe à travers les territoires fragiles de l'Europe, et en particulier les territoires ultramarins, qui sont naturellement fragilisés par leur histoire coloniale. Et donc, cette ingérence azerbaïdjanaise dans la géopolitique française est une réalité, à tel point que il existe un groupement qui s'appelle le BIG, Baku Initiative Group, qui a réuni en 2023 l'essentiel des mouvements indépendantistes des Outre-mer, auxquels donc se sont rendus beaucoup d'acteurs locaux à Bakou, y compris d'ailleurs des parlementaires, c'est assez étonnant, qui se sont rendus sur place pour sans doute prendre, on va dire, les bonnes recettes de déstabilisation d'un territoire. Voilà. Ça, c'est la première influence étrangère. Puis il y en a une deuxième que je veux citer aussi, elle est encore plus inquiétante, c'est l'influence du narcotrafic. Il faut comprendre que la Caraïbe, et donc la Martinique et la Guadeloupe en particulier,
se retrouve sur un chemin d'accès naturel entre les producteurs de cocaïne qui sont en Amérique du Sud et qui utilisent la voie royale pour aller vers l'Europe, qui est donc notre zone territoriale. Et donc, ces narcotrafiquants voient d'un mauvais œil la présence française dans nos territoires et veulent la déstabiliser pour ouvrir complètement la route. Voilà, donc il y a ce phénomène-là. Et donc, aujourd'hui, d'ailleurs, on sait bien qu'il y a des connexions entre ces mouvements activistes et les milieux de la drogue. Et donc, on est en droit de s'interroger sur l'influence réelle de ce mouvement du narcotrafic. Bon, ça démontre une fois de plus aussi l'importance pour la métropole française de s'impliquer probablement plus dans la résolution de cette crise. Pour l'instant, est-ce que vous avez l'impression que justement le gouvernement est à la hauteur de la situation? Est-ce que vous vous sentez abandonné? Et quelles seraient les mesures concrètes que vous pourriez attendre? Emmanuel de Rênal, il nous reste à peu près 2 minutes pour répondre à cette vaste question. Alors très concrètement, oui, je pense que l'État est quand même au rendez-vous, même si l'État a ses propres difficultés et donc elle ne peut pas résoudre tous les problèmes. Mais nous avons sur place un préfet qui fait ce qu'il peut pour maintenir l'état de droit et l'ordre. J'ose espérer que demain, des mesures plus structurantes vont être prises. On a la présence du ministre des Outre-mer aujourd'hui, toute cette semaine sur le territoire, avec des propositions qui sont sur la table, notamment d'instaurer des mesures de continuité territoriale pour que, d'une certaine manière, l'État puisse effacer le surcoût qui pèse sur l'acheminement des produits, de manière à ce que les Martiniquais ou les Français de Martinique, puisque nous sommes Français, puissent bénéficier des mêmes conditions d'approvisionnement que n'importe quel Français du territoire hexagonal. Donc ça, les discussions sont en cours, ça n'est pas encore abouti, on espère que ça aboutira. Et une deuxième mesure que nous appelons de nos voeux, c'est ce que l'on appelle une mesure d'exception pour les territoires d'outre-mer qui s'appelle la zone franche sociale, qui est une mesure un peu radicale qui permettrait, si on exonérait les charges patronales et sociales des salaires du secteur privé, on pourrait relancer le système économique qui est aujourd'hui moribond et qui ne permet pas en l'état de remplir ses missions d'embauche et de garantir des prix convenables à la population. Emmanuel de Rênal, on va devoir conclure sur ces mots. On a eu assez peu de temps finalement pour parler d'une situation très complexe. Néanmoins, je pense que ça a permis aux auditeurs d'avoir une idée un peu plus précise de ce qui se passe là-bas en Martinique et de nous sentir peut-être un peu plus proches de vous. C'est probablement ça qui manque aussi pour que les choses puissent bien se passer. Je rappelle que vous êtes chef d'entreprise très impliqué dans la vie sociale et associative de votre île et vous êtes aussi l'auteur de nombreux ouvrages dont le dernier Zamana. C'est le récit de l'histoire de la Martinique à travers le regard d'un arbre. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Malgré le décalage horaire, ça a été compliqué de trouver un créneau, mais on était ravis de pouvoir avoir cet échange avec vous. Emmanuel de Rênal, on va continuer à suivre ce qui se passe en Martinique et on espère pour vous surtout que ça s'arrangera très bientôt.